syndicale, les femmes étaient peu nombreuses et la vie n'était pas toujours facile parce que on se retrouvait, entre autres, dans le syndicat des fonctionnaires avec un groupe d'ouvriers. Ce qui m'avait frappé à mon premier conseil syndical, c'était de voir cette masse d'hommes. Il devait y avoir 300 hommes dans la salle, une trentaine de femmes, et là-dessus, on pouvait compter sur les doigts d'une seule main les femmes qui étaient des délégués officiels, qui étaient des présidentes de sections locales. Et ça me disait, mais ça n'a pas d'allure, il faut que ça change, parce que les fonctionnaires étaient déjà quasi majoritairement à l'époque, majoritairement maintenant, des femmes. En 1979, les femmes avaient signé une pétition, 4000 noms pour réclamer la création d'un comité de condition féminine, ce qui avait été déclaré irrecevable. On a décidé de faire un petit comité, là, puis il était bien petit, le petit comité fantôme, où on était, je pense, sous toute réserve, je pense qu'on était 5. Il y avait Danielle Maud-Gosselin, il y avait entre autres 2 filles de 2 régions différentes. Il y avait moi pour la région de Montréal. Et c'est au congrès de 1983, après un débat assez long et parfois houleux, que le comité de condition féminine a été créé. On a porté beaucoup de dossiers pour ce qui est des revendications salariales des femmes, des droits parentaux, parce que même si on avait obtenu un congé maternité en 1978, il y avait encore bien des choses à parfaire. Les dossiers d'accès à l'égalité pour les femmes, parce que les programmes d'accès à l'égalité commençaient à se mettre en place, mais il y avait quand même beaucoup de travail qui devait se faire de ce côté-là. La question du harcèlement sexuel, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je pense que le comité des femmes a été très présent pour arriver à faire des changements au niveau du harcèlement sexuel. La nécessité aussi, parce que c'est par le biais du comité des femmes que le syndicat a commencé à s'impliquer dans des relations intersyndicales. Une des batailles importantes du comité de la condition féminine fut l'abolition du classement moquette. La classification des employés de secrétariat jusqu'en 1984 dans la fonction publique était à l'effet que le poste, le niveau de secrétaire allait en fonction du niveau de poste du patron. Alors, si c'est un cadre, c'était le niveau. Si c'est un professionnel, c'était le niveau. Si c'est un sous-ministre, c'était le niveau. Et non pas en fonction des tâches accomplies par la personne comme telle. Alors, l'abolition du classement moquette, c'était de revoir la classification pour faire en sorte que les personnes soient évaluées en fonction des tâches accomplies et non pas en fonction du niveau de poste du patron. Le comité des femmes amène un ton nouveau au SFPQ. Grâce à lui, le syndicat élargit son champ de compétences, multipliant ainsi de nouvelles revendications. Depuis le début des années 90, les grands dossiers qui ont rallié les femmes dans la société dans un premier temps, on peut parler du 50e anniversaire du droit de vote des femmes en 90. Après ça, il y a eu Québec féminin pluriel, le projet de société féministe, c'est-à-dire une société égalitaire pour les hommes et les femmes. Par la suite, il y a eu la marche des femmes contre la pauvreté en 1995. Lors de la signature de la 8e convention collective, le gain le plus important pour le syndicat est sans contredit l'acceptation du gouvernement de procéder à des travaux d'équité salariale. C'est suite aux négociations de 1989 qu'on a entrepris toute une vaste étude de relativité salariale dans la fonction publique. Alors, la question de l'équité salariale, c'est de faire en sorte de reconnaître les emplois à juste valeur et d'utiliser différents facteurs objectifs, mais exempts de biais qui tiennent compte de la valeur de l'ensemble des critères propres à un emploi. Et je pense qu'en ce sens-là, il y a eu des gains importants. Cette victoire fait du SFPQ un précurseur dans ce domaine au Québec. Et moi, quelque chose qui me préoccupait beaucoup, parce que j'étais maman, j'étais monoparentale, c'était que beaucoup de femmes ne militaient pas parce qu'il y avait pas, il fallait qu'ils dépensent de l'argent pour pouvoir participer au syndicat. C'est important qu'il y ait des compensations. Pas faire de l'argent avec le syndicat, mais qu'à quelque part, les frais qui engendrent la participation puissent être remboursés pour pas qu'on ait à débourser à même notre budget qui est déjà restreint. Fait que j'ai débattu dans un congrès les frais de garde au SFPQ, pour que l'ensemble des militants et militantes qui participent à l'organisation syndicale puissent faire garder leurs enfants, puis que ça ne soit pas un frais supplémentaire pour eux. Les années 90, c'était des années charnières, je vous dirais, au SFPQ pour le dossier des femmes, où on a mis en place beaucoup de choses. Il y avait eu une tournée provinciale du Comité national des femmes, dont je faisais partie à l'époque. Et à ce moment-là, les femmes ont dit: on a de la difficulté quand on appelle au syndicat, quand on parle du congé de maternité, qu'on parle du retrait préventif, qu'on parle des particularités qui touchent le dossier des femmes dans la convention collective. Souvent, on sent les gens qui nous répondent, parce que c'était très masculin à l'époque chez nous, les femmes n'étaient pas beaucoup impliquées,
on sent qu'ils connaissent moins bien ça, puis on ne se sent pas bien desservi. Fait que nous, suite à ça, on avait demandé à nos instances de mettre en place l'Ombudswoman, qui est un peu le pendant du protecteur du citoyen, qui assurait aux femmes membres de notre organisation, femmes cotisantes et aux femmes membres, si elles rencontraient des difficultés dans les services qui leur étaient donnés, elles pouvaient référer à cette personne-là. En fait, s'unir pour lutter, faire des fronts communs, vous allez me dire, c'est l'affaire des syndicats, mais pas tout à fait, parce qu'historiquement, c'est le mouvement des femmes qui a développé ces pratiques pour revendiquer les causes qu'elles ont portées, surtout des revendications sociales qui ont une grande influence autant sur nos conditions de vie, mais aussi sur nos conditions de travail. Alors, pourquoi il est important de prendre sa place à l'intérieur de son syndicat, de notre syndicat? Bien, pour avoir un syndicat à notre image, en fait, basé sur des liens d'union, de solidarité, de travail d'équipe, c'est de cette manière-là que les femmes ont gagné les luttes et que les travailleuses et travailleurs de la fonction publique gagnent leur lutte également. À l'heure actuelle, on travaille beaucoup sur la concrétisation des acquis, je dirais, le renforcement des acquis. Hein, la vie, c'est un éternel, moi je dis toujours un éternel tcha-tcha, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais là, on est à essayer de changer le rythme un peu pour que ça soit plus vers l'avant. Si on voit la détérioration du marché du travail, toute la question de la précarisation, la question de la qualité de vie au travail, la question de l'accès justement aux femmes, toute la question de la maternité qui n'est pas encore intégrée au marché du travail, pas encore reconnue, ces éléments-là vont être importants pour l'avenir. Et important aussi que l'organisation syndicale reflète bien les préoccupations des femmes. L'équité salariale réalisée, ce n'est pas la fin en soi parce qu'il reste encore tout le maintien de l'équité à poursuivre. Il y a aussi, au niveau des discriminations systémiques, d'autres discriminations qui ne sont pas nécessairement en lien avec le salaire, mais qui touchent le travail. On pense, par exemple, à la conciliation famille-travail. Il y a plein d'acquis comme ça qui restent à poursuivre. Il y a encore des acquis qui sont menacés et on doit se battre pour protéger ces acquis-là. Alors, les services publics assurent l'égalité pour les femmes parce que ça allège le fardeau des responsabilités, des charges sociales traditionnellement portées par les femmes. Ça valorise le travail des femmes parce que beaucoup du travail dans la fonction publique, c'est l'extension des savoirs acquis par les femmes depuis des centaines d'années. Ça ouvre des emplois décents pour des femmes. En fait, c'est ce que je vous l'espère maintenant. Et ça répond à l'exigence du partage. Aussi, les services publics sont importants parce que on sait que les sociétés égalitaires font mieux. Les gens ont une meilleure santé dans les sociétés égalitaires. On sait que la violence est moins importante dans des sociétés égalitaires. On sait que la participation citoyenne est plus grande lorsque la société est solidaire et égalitaire. On sait que les grossesses à l'adolescence diminuent dans des sociétés égalitaires. On sait que les crimes diminuent dans des sociétés égalitaires, que la confiance que nous avons envers nos voisins et nos voisines augmente dans des sociétés égalitaires. On sait que des tensions ethniques et culturelles diminuent dans des sociétés égalitaires et la discrimination raciale prend moins de place. Des services publics et des programmes sociaux gratuits, universels, accessibles assurent des conditions nécessaires à l'égalité des chances et dans les faits pour tous et toutes, sans égard au statut social, aux revenus, aux origines ou à l'orientation sexuelle. C'est une forme de garant du droit à l'égalité, du respect des droits sociaux et économiques. Quelque part, les services publics contribuent au fondement même de la liberté, parce que la liberté n'a pas lieu d'être si on n'est pas capable d'offrir des conditions de base, de l'éducation pour tous et toutes.
Lorsqu'on s'attaque, comme on fait depuis plusieurs années au service public et à la fonction publique, on permet à des inégalités, des écarts qui font en sorte que des élites et des puissants puissent davantage dicter la direction de la société et ça crée de l'insécurité sociale. Moi, je me suis toujours dit, je n'étais pas satisfaite de mon syndicat. Je suis partie de même, c'est comme ça que j'ai débuté. Puis je me suis dit, comment je peux faire pour changer des choses? Puis c'est en m'impliquant que j'ai réussi à faire changer des choses. On ne peut pas tout changer, mais on peut améliorer. Et moi, aujourd'hui, quelqu'un m'aurait dit un jour, Lise, tu vas être secrétaire générale du syndicat. Ben, j'aurais fait comme la plupart des femmes, ils sont complètement tombés sur la tête. Voir si je vais arriver là un jour, c'est impossible. Mais aujourd'hui, je suis secrétaire générale du syndicat de la fonction publique, j'en suis très fière. Et j'encourage l'ensemble des femmes à croire que c'est possible, parce qu'il n'y a pas personne qui n'est pas capable de le faire. On ne changera pas tout le monde, là, mais on va changer les choses graduellement. Et c'est ça qu'on a besoin, des femmes qui s'impliquent dans la structure. Si on veut que cette structure-là nous ressemble, il faut qu'on soit là. Il ne faut pas juste compter sur les autres pour le faire. Je vous invite à vous impliquer, à vous investir au syndicat de la fonction publique, que ce soit au niveau local, régional ou national. Je sais par expérience qu'on ne sait jamais où ça peut nous mener. Qu'importe, je sais aussi que vous allez adorer cette expérience-là. Défendre des principes d'égalité, d'équité, de justice et dans nos conditions de travail, c'est enrichissant. Donc, prenons notre place. Il faut absolument qu'ils aillent encore plus loin s'ils veulent que quand même que leurs filles, puis encore comme dans mon cas, nos petites filles, aient une vie meilleure. Puis je pense que ça, ils vont l'atteindre. C'est sûrement pas en se croisant les doigts. C'est en militant.